Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et aujourd'hui, on lance une nouvelle émission. Alors, c'est une émission avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre. Alors, le titre de l'émission, c'est Entreprendre, l'émission des entrepreneurs indépendants. Oui. Et tu es un spécialiste dans ce domaine. Et avant de commencer l'émission, qui est cette première émission de présentation, je vais me permettre tout simplement de lire ta bio. Puis je vais te laisser la compléter parce que c'est assez époustouflant. Alors, Jean-Philippe, hop, il y a une petite fenêtre qui me bloque. Voilà, c'est fait. Jean-Philippe, donc Ackermann, tu es coach, tu es conférencier en stratégie de réussite et leadership positif. Tu es formateur, tu es aussi auteur d'un livre que tu as fait il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as été pendant 9 ans professeur associé en stratégie d'entreprise et leadership auprès des masters de la faculté d'Avignon. Tu as aussi une devise professionnelle qui est la réussite passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. En tout cas, j'adore cette devise. Je trouve qu'elle est très très juste. Depuis plus de 20 ans, tu conseilles avec succès les entreprises sur tes convictions fortes. Jean-Philippe, tu es aussi également un sportif accompli avec plusieurs marathons, triathlons et cyclosportifs à ton actif. Tu es une personne engagée dans des actions sociétales. Alors, tu es ancien président national de la Jeune Chambre économique française, puis tu es représentant de GCI auprès des Nations Unies. GCI, on va y revenir par rapport à ça. Tu es aussi cadre actif du Rotary et tu viens de finir d'ailleurs deux jours de formation, 2 fois 2 jours me semble-t-il, auprès de l'Institut du Leadership. Tu es aussi administrateur de la Ligue des optimistes de France et cofondateur de la Ligue des optimistes à Monaco. Et enfin, tu es président 2016-2017 de l'AFCP, Association française des conférenciers professionnels. Tu es aussi un membre éminent de l'AFAS, Académie francophone des auteurs et conférenciers experts. Et tu dispenses des conférences sur la réussite auprès de grandes entreprises privées et publiques. Waouh! Exact. Il faut que je reprenne mon souffle. Non. Tu sais, on est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Après, c'est simplement, il y a un peu d'âge, donc il y a un peu d'expérience, et puis c'est normal qu'il y ait un peu de background. Voilà. Je te remercie parce que, en effet, quand on lit cette expérience, je te remercie de prendre du temps justement pour faire ces émissions et puis aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, oui, ou même des entrepreneurs qui sont déjà en place et qui ont besoin parfois d'être accompagnés. Y a un truc qui m'a JCI, c'est quoi au juste? Alors, en fait, c'est une ONG qui s'appelle Junior Chamber International. C'est une ONG de cadres, de leaders, dont le but est de développer l'attractivité économique de leur pays. Et j'ai eu la chance inouïe d'être donc président local quand j'habitais à Avignon, puis après président régional au niveau de la région Provence, et puis président national de la France. Il y avait 7000 membres, 250 clubs, et puis à la fin, je pouvais partir au niveau mondial, être vice-président. Et puis, ce qui est marrant, c'est que ma femme, quand j'ai raconté ça à mon épouse, elle m'a dit « Non, ça va, ça fait 10 ans que tu es au niveau de la Jeune Chambre économique française. J'ai pas envie que tu sois vice-président national. » Et j'ai eu une proposition qui a été d'être représentant pendant 3 ans de cette ONG auprès des Nations Unies. Donc, ça a été une opportunité extraordinaire. On parlera peut-être des opportunités lors de nos émissions. Ça a été une opportunité extraordinaire. J'avais 37 ans de faire partie de ce monde des Nations Unies, de comprendre les Nations Unies. J'ai eu la chance, bien sûr, d'aller à New York, d'animer des réunions à New York. J'ai eu la chance d'aller à Vienne, d'aller à Genève. Et j'ai surtout la chance d'aller à Rio de Janeiro en 1992 au premier sommet de la Terre. Okay. Et là, ça a été une expérience fabuleuse au niveau des grands de ce monde. Et voilà, ça a duré 3 ans, ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été surtout une belle opportunité. Et vous savez, des opportunités, tu sais, les opportunités, Alexandre, il en passe tous les jours à côté de toi. Et parfois, on sait les prendre et parfois, on ne sait pas les prendre. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et un jour, j'ai répondu à une opportunité. Justement, par rapport aux opportunités, dans ta vie, tu as eu 2 points forts qui t'ont amené au point où tu es là actuellement, à la position où tu es actuellement. Oui. En fait, si tu veux, bon,
moi, je suis pas un bon élève au départ. Je suis plutôt quelqu'un qui aime rigoler, qui aime faire la fête, qui aime, je dis souvent, jouer au baby-foot et draguer les filles. Et donc, je suis pas un très très bon élève. Et donc, j'ai fait l'armée un peu tard. J'ai fait l'armée à 21 ans, alors que normalement, c'est à 18 ans. Et puis, comme j'étais un sportif, un jour, on m'a dit, j'étais en Allemagne, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux bien jouer au foot, je veux bien faire tout ça, etc. Et parallèlement à ça, j'étais gérant du foyer de la caserne, une caserne qui était très petite, qui était 50, et on était en Allemagne, comme je te l'ai dit, et on avait l'habitude de faire des fêtes. Et un jour, j'ai eu à servir le général de corps d'armée d'Allemagne, qui s'est pris d'amitié pour moi. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller à Baden-Baden pour travailler pour lui. Et un jour, ce général est décédé et il fallait qu'il y ait, tu sais, pour célébrer, enfin entre guillemets pour célébrer, pour honorer sa mémoire, une chapelle ardente. Et on a demandé 4 soldats pour rendre les honneurs. Et j'ai fait partie de ces 4 soldats parce que son épouse m'avait demandé que je sois là, parce qu'il y avait vraiment, même s'il y avait une différence d'âge importante, lui il avait 70 ans, moi j'avais 20 ans, 21 ans, c'était pris, comme je te l'ai dit, d'amitié pour moi. Et donc, j'ai été ce soldat qui a passé un moment à la tête de ce général mort. Et j'avoue que moi, qui étais insouciant, qui pensais qu'à une chose, comme je te l'ai dit, m'amuser, j'ai eu une révélation. Je dis souvent, j'ai eu une révélation. La révélation, c'est qu'en fait, c'est la palissade, mais c'est qu'en fait, on vit qu'une fois. Ouais. Et tout de suite, je me suis dit, mais pas pendant la cérémonie, mais après, les semaines d'après, je me suis dit, mais on ne peut pas faire le match retour, on ne peut pas faire le chemin retour, c'est impossible. Ce qui est passé est passé. Et en fait, je me suis mis à calculer le nombre de jours à peu près que l'on vivait dans une vie normale. Et ce nombre de jours est à peu près de 30 000. Okay. Et je me suis dit, mais tu as 20 ans, tu as déjà vécu à peu près 6 000 jours, il t'en reste 24 000. Et là, j'ai pris une décision qui était de plus jamais gâcher un jour. Alors, des fois, on en gâche quand même, mais plus jamais gâcher un jour. Et j'ai pris la décision définitive d'être heureux, définitivement, d'être heureux totalement. Alors, quand on prend la décision d'être heureux, Alexandre, il ne nous arrive pas que la vie n'est pas linéaire. Hein. C'est ça, il y a des jours qui sont moins heureux quand même. Il y a des jours qui sont moins. Mais ça a un avantage très fort, c'est que quand tout va bien, c'est pas compliqué d'être heureux. Hein. On parlera peut-être un peu d'optimisme de l'entreprise un peu plus tard, c'est pas compliqué. Mais prendre une décision d'être heureux, c'est justement connaître tous les ressorts, et un des ressorts, c'est de savoir relativiser quand ça va mal. C'est quand ça va mal, j'ai 2 solutions. Soit je me relève, soit je me relève pas. Et si je me relève pas et que l'événement est très grave, je peux même partir en dépression. Ouais. Alors que si je prends la décision d'être heureux, je vais toujours chercher à me relever et je vais relativiser ce qui se passe. Là, cette décision, c'est un marqueur dans ma vie. C'est vraiment un marqueur. Et plus tard, après l'armée, j'ai recommencé à jouer au baby-foot, j'ai recommencé à draguer un peu les filles. Et puis, un jour, j'ai créé un magasin de sport à 24 ans. Qui a marché. Ça, c'est ta première entreprise à 24 ans? C'est ma première entreprise, mais il y a eu un problème, c'est que j'étais en face d'une boîte de nuit. Donc, j'allais passer, c'était dans le Gers, un petit village dans le Gers, dans le sud de la France. J'allais passer plus de temps la nuit dans la boîte de nuit et le matin, il fallait bosser, c'était pas facile. Ça ne va pas être simple, là? Ça va pas être simple. Et donc, mais bon, ça a duré 2 ans à peu près. Et puis, à 26 ans, j'ai fermé le magasin parce que on était 2 associés, on avait du mal à se payer sur 2 personnes. Donc, j'ai fermé le magasin. Et là, ça a été une deuxième expérience importante, c'est que j'ai appris à ouvrir une entreprise. Ouais. J'ai appris à gérer une entreprise et j'ai appris à fermer une entreprise. Et fermer une entreprise, c'est un acte de management. Non, c'est pas simple, mais c'est aussi un acte de management. Et je dis souvent à mes clients qu'on crée l'entreprise. Une entreprise, c'est pas un bébé. Ne dites jamais qu'une entreprise, c'est un bébé. Alors, parfois, ils me demandent pourquoi. Je dis parce que jamais vous tuerez votre bébé, alors que parfois, il faut savoir tuer une entreprise pour pas être tué soi-même. Et donc, à 26 ans, j'ai eu une autre opportunité, en fait. C'est que on m'a appelé pour que je devienne commercial
dans une mutuelle à Avignon. Donc je suis allé et j'ai commencé à vendre des contrats d'assurance collective auprès des entreprises. D'accord. Et ça a bien marché, petite mutuelle de 75 salariés qui a bien fonctionné. Et au bout de 6 mois, le directeur commercial a pris une attaque cardiaque et donc n'a pas été, a été soigné. Et Dieu merci, il s'en est bien sorti, mais a décidé de prendre sa retraite. Et donc moi j'étais là et je suis allé voir le directeur général et je lui ai dit, bon écoutez, ça fait 6 mois que je suis commercial, si vous voulez, moi je veux bien être directeur commercial. Ouh, dis donc, on y va là. Ouais, on y va, quoi, etc. Et il me dit, bon, pourquoi pas? Je lui dis, vous savez, si je ne vais pas la faire, vous me remettez commercial, c'est pas grave pour moi, c'est pas un problème. Et ça s'est très bien passé. Jean-Philippe, par rapport justement à tes autres, parce que tu n'étais pas le seul, j'imagine. Si, j'étais le seul, c'est-à-dire qu'ils sont pas allés chercher quelqu'un d'autre, en fait. D'accord, ok. Ils sont allés chercher quelqu'un d'autre, ils ont dit, bon, ça a bien marché, pendant 6 mois, tu as fait de belles affaires comme jamais on avait fait. Et donc, ils m'ont dit, ok, vas-y. Par contre, 6 mois après, le directeur général vient me voir et me dit, voilà, j'ai décidé, c'était dans les années 1980, où en France, tu sais, il y a eu François Mitterrand qui a donné la retraite à 60 ans. Et donc, lui a dit, bah, puisque j'ai 60 ans, je vais prendre ma retraite, je vais en profiter. Il me dit, donc on va nommer un nouveau directeur général. Et je lui dis, bah, écoute, moi je suis là. Je suis là. Si vous voulez, moi je veux bien être le directeur général de la société, 75 salariés. Et il me dit, ah bon, tu veux être directeur? Je dis, oui, je veux être directeur, je me sens prêt. Bon, il me dit, écoute, on ouvre les candidatures. Là, par contre, il y avait ouverture de candidature. On ouvre les candidatures et d'ici 3 mois, on aura pris notre décision. Donc, ils ont ouvert la candidature, mais ils n'ont pas beaucoup, je les suis après, beaucoup ouvert la candidature. Et un soir, il y a eu un conseil d'administration et le directeur général m'a dit, écoute, Jean-Philippe, attends-nous là. On va te donner la réponse, savoir si on te choisit ou si on ne te choisit pas. En fait, j'avais déjà été choisi. Ouais. J'avais déjà été choisi, et donc il est venu me voir et il m'a dit, écoute, Jean-Philippe, c'est toi qu'on a pressenti comme directeur général. J'ai dit, c'est sympa, voilà. Donc, ça veut dire qu'en 1 an, je suis arrivé comme commercial et j'étais 1 an après directeur général de cette mutuelle de 75 salariés. Alors, bien évidemment, tu t'imagines, Alexandre, quand on a 27 ans, on est heureux. Je venais de me marier en plus, donc au niveau de mon épouse, j'ai dit, écoute, c'est la fête, c'est génial. Tu crois que c'est toi qui es bon à un moment donné, tu vois? Parce qu'en 1 an, tu fais ce chemin-là, tu dis, ben, c'est toi qui es bon. Et en fait, c'était pas du tout ça. Peut-être j'étais bon, mais pas là. Et en fait, pourquoi ils m'ont accepté comme directeur général? C'est que quand j'ai demandé les comptes, 1 semaine après ou 15 jours après, et on me l'a dit par la suite, en fait, j'ai été nommé directeur général parce que la société était en faillite. Ah la vache. Et ouais, mais tu t'imagines ce que je dis aussi, c'est que si la boîte n'est pas en faillite, je suis jamais directeur général. Ouais. C'est notre opportunité. Oui, tu vois. Et la vie, elle est faite d'opportunités comme ça. Et quand on est entrepreneur indépendant, puisque c'est ça dont on va parler, ben, constamment, on a des opportunités autour de soi, comme tout à l'heure à 21 ans, comme là à 27 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Excuse-moi, c'est juste quand même une sacrée opportunité, en effet, comme tu le dis, parce que en 1 an, tu as gravi énormément d'échelons. J'imagine que vis-à-vis de tes collègues de l'entreprise, il y a dû avoir des regards qui n'étaient pas toujours très sympathiques. Et en plus, tu arrives à un moment où, en effet, l'entreprise est en faillite, il faut gérer quand même ça, quoi. Oui. Donc, il y a eu une dose d'euphorie qui a dû être énorme, mais pas des moments faciles tous les jours. Hein. Mais on y reviendra plus tard, de toute façon, sur ces moments. Ça, c'est très important ce que tu dis, mais en même temps, n'oublie pas, pourquoi je vous parle de mes 21 ans et de ma décision d'être heureux, c'est que j'ai décidé d'être heureux. Ouais. Donc, il va falloir que ça se passe comme ça, comme il faut. Donc, en fait, je m'aperçois que la société est en faillite. Et il s'était dit, après tout, le gamin, il est là. S'il échoue, c'est dans l'ordre des choses. Et s'il réussit, bah, tant mieux. Tant mieux. Alors, ce qui s'est passé après, c'est important. Quand j'ai averti le personnel que voilà la situation qu'ils ne connaissaient pas, hein, on a travaillé ensemble, on va voir ça aussi dans les émissions suivantes, on a travaillé ensemble, j'ai fait des réunions constamment. Mais je m'étais dit, toi, tu as décidé d'être heureux. Peut-être que ces 75 personnes, tu vas les conduire chez Pôle emploi. Ou peut-être que tu vas réussir. Je ne sais pas aujourd'hui. Parce qu'en termes
moi, j'avais pas de diplôme. J'avais un bac G1. Tu sais, un bac G1 à l'époque, c'était sténodactylo. Ouais. Donc, c'était pas très élevé comme diplôme. Et donc, j'avais peu de compétences managériales, en fait. Mais j'avais une conviction qui était que je devais rendre heureux mes collaborateurs. Et en fait, j'ai fait en sorte d'avoir un management qui soit basé sur le bonheur. On est en 1980, c'est pas la mode comme aujourd'hui, on parle d'entreprise libérée, tout ça. Et mon souci, c'était vraiment que les gens, le matin, aient envie de venir, soient heureux de venir. Et souvent, je dis que le soir, ils soient heureux de partir. Mais pas pour partir dire à leurs conjoints, à leurs amis, on est en train de faire un super job, on est en train de redresser une boîte, on est en train de sauver notre emploi et on prend plaisir à le faire. Et parallèlement à ça, je me suis forgé une deuxième conviction que je n'avais pas. La deuxième conviction, c'est que je me suis dit à un moment donné, mais si tu arrives le matin en faisant la tête, on dit oh bah c'est pas possible, on va pas y arriver, c'est compliqué, c'est grave, etc. Tu es sûr d'une chose, c'est que tes collaborateurs vont pas te suivre. Donc j'ai décidé que je devais tous les matins arriver avec sourire, optimisme, positif. Pourquoi? Pas pour leur cacher l'affaire, parce que j'étais très ouvert, très open, mais pour qu'ils se disent, ok, si lui est le directeur général, il a confiance, mais nous, il faut avoir confiance. Et en fait, Alexandre, là où on m'avait dit que la société était morte, en un an, je dis bien en un an, nous avons redressé cette mutuelle. Ça a été très sympa. Et c'est comme ça que je me suis forgé ce que j'ai appris, ce qui a fait ma vie, c'est que la réussite, elle passe vraiment par le bonheur des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Si j'avais pas essayé de rendre heureux mes collaborateurs et si moi j'avais pas été optimiste, on n'aurait jamais réussi. Jamais, jamais, jamais. Et je me suis forgé un management là-dessus. Et après, on m'a dit, bah, écoute, puisque tu as réussi, 2 ans après, il y a des mutuelles un peu de la région d'Avignonnaise qui sont venues voir pour que je fusionne, pour que je fasse une grosse mutuelle. Et 4-5 ans après, c'est le président d'une très grosse mutuelle marseillaise qui avait 270 personnes qui est venu me voir en me disant, écoute, on a reçu une lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si dans un an, on n'a pas redressé la boîte, ils nous la font fermer, 270 salariés. Et donc, j'ai dit, moi, je veux bien la redresser, mais à une condition, c'est que je ne quitte pas Avignon et que je fusionne les deux, ce qui a fait 350 salariés. Et là aussi, en un an, on a redressé cette entreprise qui est aujourd'hui en France très connue parce que ça s'appelle la Mutuelle du Soleil. C'est une mutuelle du sud de la France, mais qui sponsorise, pour ceux qui s'intéressent à ça, l'équipe de foot de Nice, l'équipe de foot de Marseille, le rugby avec Toulon. Et s'il n'y a pas à la base un gamin de 26 ans qui a envie de reprendre une boîte qui est en faillite, qui ne prend pas l'opportunité, aujourd'hui, peut-être que la Mutuelle du Soleil n'existe pas parce que quand je suis parti à 40 ans, c'est moi qui ai fusionné toutes ces mutuelles pour faire ce gros groupe. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, et ce que je veux donner aux auditeurs, c'est cette notion de la réussite, elle passe vraiment par un état d'âme, elle passe vraiment par le mental, elle passe vraiment par le fait de dire je rends heureux les autres, parce qu'on sait très bien, il y a eu des études après qui ont été faites, si tu veux, que quand les collaborateurs sont bien dans une entreprise, on augmente le chiffre d'affaires de 37%. Alors, tu me diras, pour un entrepreneur individuel, c'est un peu différent, mais c'est le même ressort. Et puis nous-mêmes, on doit être optimistes, parce que si on ne croit pas en nous-mêmes, qui va croire en nous? C'est ça, c'est important. Et voilà ce qu'on va faire pendant toutes les émissions de l'émission Entreprendre. Superbe cursus, hein. Merci beaucoup de ce retour d'expérience. Moi, ce que je note quand même, il y a l'audace, hein. L'audace quand même de se mettre en avant en disant, ok, donne-moi le poste de directeur et puis directeur général. Ça, c'est déjà être très très audacieux parce que tu avais quand même 26 ans, mais c'est vraiment génial. Et puis ensuite de ça, le fait d'être très optimiste et puis de continuer à avancer, même avec une potentielle fermeture d'entreprise. Je trouve que vraiment là, ce sont deux forces qui sont superbes. L'autre chose, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est l'opportunité. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que se trouve ma philosophie. Tout est une opportunité. Même si on marche sur les pieds, c'est une opportunité. Ça peut être le meilleur business du monde. C'est une opportunité. Je veux dire, on peut avoir des opportunités dans différents spectres de lumière. Et ça, je trouve que vraiment, c'est quelque chose que tu apportes qui est vraiment... qui est vrai. Pour moi, le fondement, en fait, de pouvoir se lancer, c'est les opportunités qui arrivent.
Jean-Philippe, on a dépassé les 15 minutes de l'émission standard, mais c'est très correct comme ça. Cette première émission, en fait, elle va faire du coup 30 minutes. Voilà, c'est du direct comme ça. Tu vois, on va profiter de l'opportunité. Tu as vécu donc pendant ces 14 premières années là, donc dans cette entreprise, puis après tu as fait d'autres choses, hein. Oui. Après cette entreprise, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Après, à 40 ans, si tu veux, un jour, je suis arrivé dans mon très beau bureau à Marseille. Je crois qu'il devait faire 20 mètres carrés ou même peut-être plus, si tu veux. Et j'étais très, très bien payé. Il faut être honnête, si tu veux. C'est-à-dire la compétence que j'avais acquise, le fait d'avoir redressé les sociétés, le fait d'avoir été parallèlement à ça président national de la Jeune Chambre économique française, parallèlement à ça d'avoir été représentant aux Nations Unies, fait que j'avais un niveau de rémunération très important. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Il y a quelque chose qui me manquait, c'est qu'en fait, c'était pas ma boîte, c'était pas ma société. J'étais le directeur général, mais j'avais rien mis dans la société. Et un jour, comme je te le dis, arrivant dans mon bureau, je me suis dit, j'ai plus envie. J'ai plus envie. J'ai plus envie d'être là, j'ai plus envie de revenir tous les matins, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai envie de me remettre en cause, j'ai envie de le faire pour d'autres personnes. Et là, j'ai appris aussi quelque chose d'important. Un dirigeant, il y a 3 profils de dirigeants. Et il faut savoir dans quel profil on est. Maintenant, je sais mon profil. Tu as le dirigeant qui est un créateur, celui qui crée. Et tu sais, tous ces jeunes qui créent des startups, qui les revendent, etc., c'est des créateurs. Après, tu as le dirigeant qui est un développeur, c'est mon cas. C'est-à-dire que créer quelque chose, je suis pas très très fort. Ouais. Développer quelque chose, je sais vraiment le faire. Et après, tu as le dirigeant qui est le gestionnaire. Et ça, c'est pas du tout mon cas, le gestionnaire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, et c'était mon cas à 40 ans, c'était fait, quoi. Bien sûr, je pouvais aller un peu plus loin, mais il n'y a plus grand-chose à développer, et donc j'ai eu envie de partir. Et là, j'ai créé ma propre société, qui a plus de 20 ans maintenant, qui est une société de conseil aux entreprises. Qu'est-ce qu'elle fait, à ton avis? Eh ben, elle aide les dirigeants à développer leur entreprise. Et je travaille sur 2 axes, qui est le premier axe, qui est les marges, parce que c'est la marge qui fait tout, hein. Mais je ne suis pas un cost killer. La marge, tu sais, c'est la différence entre les charges et les recettes. Travailler sur les charges, c'est une facilité. Moi, je travaille sur les recettes. C'est comment je motive les collaborateurs, comment je fais en sorte que les personnes aient vraiment envie de faire quelque chose pour avoir de meilleurs résultats. Et puis, deuxième axe, je travaille sur le développement personnel du dirigeant, parce que tu peux donner le meilleur conseil du monde. Si le dirigeant n'a pas envie de le mettre en place, s'il n'a pas confiance en lui, il ne le mettra pas en place. Et donc, voilà mes 2 axes de travail. Maintenant, ça fait 20 ans que je fais. Et c'est vrai pour tout le monde, pas seulement les dirigeants, hein. Si tu veux pas mettre en place les choses qu'on te préconise, ça marchera pas. Il faut passer à l'action. C'est ça, il faut passer à l'action, oui, il faut passer à l'action. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu encore envie de me remettre en cause et j'ai commencé les conférences, voilà. Et ça marche très très bien, je dois avouer que j'ai beaucoup de clients. Je suis, comme tu l'as dit, devenu très rapidement président de la seule association importante de conférenciers en France. Et puis, parallèlement, je suis rentré dans une très belle académie, l'académie, la FAS, l'Académie francophone des auteurs conférenciers experts. Voilà. Et parallèlement à ça, tu l'as dit aussi, toujours des remises en question, du parachutisme, sauter du pont, faire des marathons, faire des choses, si tu veux, on vit qu'une fois. On vit qu'une fois et il faut essayer les choses, il n'y a jamais de risque. Il n'y a jamais de risque. Ça, c'est aussi très important à comprendre, c'est qu'il n'y a jamais de risque. Et quand on a compris qu'il n'y a jamais de risque, le seul risque qu'il y a, c'est la mort. Hein. Il n'y a pas de risque parce que si tu perds un peu d'argent, j'en ai perdu moi aussi. Hein. Tu te remets en cause, c'est tout, c'est pas compliqué. Et cette notion de risque, quand on est entrepreneur indépendant, il faut savoir l'évaluer parce que c'est souvent ce qui nous bloque et ce qui nous arrête. Ouais, la capacité de rebondir aussi, hein, comme tu le dis là. Jean-Philippe, on va avoir ensemble, alors combien est-ce qu'il y en a? Là, j'en ai noté 20 émissions qui sont en préparation. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Et du coup, mon PC vient de se bloquer. Voilà. Par exemple, la prochaine émission, on va parler du concept de la réussite, le mental, les talents, la stratégie. Donc ça, ça va être pour la semaine prochaine. Il y a vraiment, enfin moi, quand j'ai lu justement ton plan d'émission, j'ai été abasourdi parce qu'il y a du stock
On touche tous les domaines pour réussir, doper votre optimisme, la lecture des événements, son propre management de l'optimisme professionnel, l'environnement. On sait que l'environnement, c'est quelque chose de super important quand on monte son entreprise. Environnement physique, mais aussi l'environnement des personnes que l'on côtoie. Décider de réussir, ça aussi, c'est quelque chose d'assez énorme. Tu le disais il y a quelques instants, si on passe pas à l'action, si on n'applique pas ce qu'on nous propose, qu'on nous invite à faire, et ben forcément ça ne marche pas toujours. La vie est décision. Oui, tout à fait. Donc schéma de la réussite, les résultats, l'action, l'énergie, l'émotion, la pensée, l'affirmation, les croyances. Oui. Il y a du stock là-dedans, c'est énorme. Ajouter un degré supplémentaire, une action en plus. Et on sait, les actions, David Laroche d'ailleurs en parle, et puis bien d'autres, pas après pas, mais il faut déjà faire le premier pas. Avoir une vision, une mission, des valeurs, construire des rêves, le cahier de rêves, les finalités, avoir, être, faire, ça aussi, c'est trois verbes. Très fort, ça, oui. C'est très 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 fort parce que on peut pas fonctionner qu'avec l'avoir. L'être revient aussi très très vite. Et puis il y en a un quatrième parce que c'est avoir, être et faire. Il y a un quatrième qui moi me touche particulièrement, qui est donner. On ne reçoit que ce qu'on donne dans la vie. Voilà, c'est exactement ça. On reçoit que ce que l'on donne et je trouve que c'est très très riche. Le business plan, donc là on est plus dans une technicalité, mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment nécessaire quand on ouvre une entreprise. Qui plus est, on peut le faire encore après, il est toujours temps de le faire et on le réactualise de façon périodique. Quand on ouvre, ou même si tu as un business plan en 15 secondes, ça se fait toutes les années. Oui. C'est pas quand on ouvre, c'est toutes les années, tu dois faire un business plan. C'est tes objectifs. Ouais, c'est ça, on le réactualise en effet. Ouais. Le mix marketing adapté à l'entrepreneur indépendant. Alors ça, le marketing, on en parle beaucoup dans cette période où il y a beaucoup d'informatique, etc., où en fait on fonctionne beaucoup comme ça, sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez conséquent. Trouver des clients, alors ça, trouver des clients, c'est quand même... Parce qu'une boutique sans clients, t'as beau avoir les meilleurs produits du monde... tu feras pas ton business. Voilà. Alors, liste de clients, contacter au téléphone, pas toujours facile de contacter au téléphone. Les prises de rendez-vous, les associations, les soirées, tout ce qui est réseautage, c'est quelque chose de super intéressant. C'est énorme. Alors, traitement des objections, ça aussi, c'est pas toujours facile. Tu le disais tout à l'heure, c'est en effet... Tu es arrivé, etc. facilement, mais il y a des moments où ça devait être aussi pas toujours facile. Et tu sais, une objection, c'est pas une agression. Non. C'est une opportunité. Loin de là. Voilà, tout à fait. Et si on le vit comme agression, c'est fini, on a fermé la porte. Voilà, c'est foutu. C'est foutu. Mais quand on parle du principe que tout est opportunité, tout est génial, tout est correct. Alors décider d'être heureux au travail, ça, c'est quelque chose de super positif. Les clés en cas d'échec pour se relever. Ça, on va en reparler aussi. Visualiser la réussite, célébrer les petites victoires, développer, améliorer ses talents, se former au quotidien. Le plan de réussite, retour sur des premiers outils que tu auras donnés précédemment. Votre santé et votre forme physique. Ça aussi, c'est quelque chose de super important parce que on a tendance d'être tout feu, tout flamme là. Mais la santé, parfois, elle peut peut-être en prendre un petit peu. Et puis, tout le temps être assis, dans mon cas, ça nécessite quand même de faire un petit peu des efforts physiques par la suite pour avoir une bonne... on va voir comment l'effort physique permet de créer une substance dopante qui s'appelle la dopamine et l'endorphine. Ouais. La pyramide du succès. Ouais, très aussi. Pardon ? Pyramide du succès, très important aussi. La formule fondamentale du succès, les objectifs, action massive, acuité sensorielle, l'adaptation, les 7 mécanismes de base du succès. Alors, la passion, la conviction, la stratégie, clarté des valeurs, l'énergie, l'art de se lier et la communication. Très important, la communication. Parce que la communication peut être bonne ou parfois très destructrice. Et alors, on va parler de la communication externe, mais aussi de sa propre communication interne. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je me dis ? Je me dis tu vas réussir ou je me dis tu vas échouer ? C'est ça. Parce qu'après, ma communication externe, elle sera liée à ma communication interne. C'est ça. Et puis ça se marque tout de suite sur le front, dans l'état d'esprit. C'est énorme. Quand tu vas réseauter, justement, ça joue aussi énormément là-dedans. La conviction des leaders qui réussissent. Oui, très important. Donc partie 1, partie 2. Ai-je le droit de parce gagner ? qu'il y a cette conviction, qu'un leader doit avoir.
Et on va voir ces 7 convictions, on va les analyser ensemble. Ah, je trouve ça génial. Ai-je le droit de gagner de l'argent? Oh là là. Ça, c'est énorme. C'est pas au Québec la relation avec l'argent que vous avez, mais ici en France, c'est catastrophique. Et si tu ne donnes pas ce droit de gagner de l'argent, tu ne gagneras pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, je le vis dans le domaine du développement personnel, où la relation argent et don, ça marche pas très bien. Ouais. Donc, cette émission très, très intéressante, hein, et j'invite tous mes amis coachs à écouter cette série d'émissions. Et puis, votre produit qui est diffusé. Et puis, il va y avoir certainement d'autres émissions derrière, mais déjà... Oui, derrière, si tu veux, je t'ai envoyé pour 6 mois d'émission. Voilà ça. Travaille là-dessus. Ce que je veux faire après, je dis aux auditeurs qui nous écoutent là, c'est après, je souhaite qu'ils marquent des remarques, qu'ils nous fassent des remarques, des retours, etc. Et par rapport aux remarques et aux retours, on ira sur l'approfondissement. Ouais. 25... Il y a encore d'autres outils pour l'entrepreneur indépendant, mais il faut déjà approfondir certains outils. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, ce que je souhaite que chaque auditeur fasse s'il est intéressé, c'est qu'il travaille après l'émission. Ouais. Et donc, je vais lui demander de temps en temps de lui dire faites ça, vous avez 2 semaines pour le faire, et faites-moi un retour pour me dire si vous l'avez fait. C'est vraiment génial. Ça fait 25 émissions là. C'est du grand bonheur. Et Jean-Philippe, vraiment, je te remercie de faire ces émissions-là parce que c'est grandiose et je pense que ça va aider énormément de monde. Je l'espère. On arrive à la fin de cette émission. Je vais quand même donner le nom de ton site. Hein. Oui, alors, juste avant que tu le donnes, s'il te plaît, le premier travail que je demande aux éditeurs, j'adore. C'est pour la prochaine émission d'arriver avec un carnet et un stylo. OK. Et de travailler avec ce carnet et ce stylo. Et ça sera leur cahier de la réussite. Ah, génial. J'adore le cahier de la réussite. J'adore ce terme. Alors, les amis, cahier stylo pour la prochaine émission. Gâtez-vous. Venez, ça va être assez énorme. Alors, ton site, hein, c'est jean-philippe-ackerman.fr. Donc, il va être affiché là sur la vidéo. Et puis, il va être affiché aussi dans le texte en dessous. Très bien. On arrive à la fin de cette émission, on a débordé, mais alors carrément, mais c'est pas grave, ça fera une émission de 30 minutes. Voilà, c'est de l'improvisation et c'est aussi de l'opportunité de prendre ce qui vient. Et encore, vraiment, merci Jean-Philippe de participer à ces émissions-là, parce que ça va être très, très riche d'enseignements. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, en tous les cas. Et puis donc, ça a été très agréable. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Et puis les autres émissions vont être super agréables. Le concept de la réussite, hein, donc 4 phases, enfin 4 paliers en fait. Le mental, excuse-moi, 3. Le mental, le talent et la stratégie. Et on va en parler. Merci encore et puis à tous. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, au revoir.